Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, l'annulation possible des examens du second trimestre pour les classes de terminale, la participation du ministre des Transports Amar Roul à la conférence ferroviaire aux Émirats Arabes Unis, au Yémen, la libération de Khaled Bahah assigné à résidence depuis le 19 janvier. En Israël, les élections législatives qui verront peut-être la fin de mandat de Netanyahou en tant que Premier ministre donnaient perdant dans les sondages. La mise en application de la fiche d'évaluation continue sera reportée et les examens du second trimestre pour les classes de terminale seront éventuellement annulés en raison de la grève qui paralyse depuis de longs mois le secteur de l'éducation, pénalisant ainsi les élèves des différents paliers. Lors d'une visioconférence avec les directeurs de lycée, les inspecteurs et les directeurs de l'éducation de Wilaya, consacrée à la prise en charge des problèmes liés aux absences des enseignants, Mme Benrebrit a indiqué que la mise en application de la fiche d'évaluation des élèves de la 3e année secondaire a été reportée pour cette année. Par ailleurs, les examens du 2e trimestre pour les élèves de la 3e année secondaire pourraient être annulés pour rattraper les retards accusés dans les cours en raison de la grève dans l'intérêt de l'élève. Mme Benrebrit avait affirmé lors de sa dernière conférence de presse que son secteur avait pris une série de mesures pour assurer le droit de l'élève à l'enseignement suite au mouvement de grève observé par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation depuis le 16 février dernier. Aussi, des instructions ont été données aux responsables de Wilaya pour mettre à la disposition des élèves plusieurs dispositifs de soutien et d'accompagnement. Il s'agit de cours télévisuels et la mise à la disposition des élèves des cours scénarisés. Le mode d'emploi de ces supports a été expliqué lundi au lycée France Fanon de Bebloued par le directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale. Rappelons que M. Msigem, inspecteur général de l'administration au ministère de l'Éducation nationale, avait déploré la baisse de niveau de l'école algérienne depuis au moins 10 ans, affirmant que sur le plan international, l'Algérie était hors champ. Tous les tests internationaux qui nous ont été adressés interpellent l'intelligence de l'élève. Malheureusement, la pratique scolaire actuelle ne développe pas les aspects de l'intelligence chez nos enfants, a-t-il conclu sur les ondes de la radio algérienne. Le ministre des Transports Amar Roul a participé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis aux travaux de la conférence ferroviaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont débuté mardi 17 mars et qui prendront fin le 18. Monsieur Roul a basé son intervention particulièrement sur les transports ferroviaires dont profiteront les pays du Maghreb et le monde arabe. Au sujet du transport maritime, Monsieur Roul a également évoqué la possibilité d'élargir cette coopération au port d'Abu Dhabi par la mise en place d'un jumelage dans le domaine de la formation maritime et portuaire et à travers une assistance technique en matière de réalisation, de gestion et d'exploitation des zones logistiques multimodales. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de la première région militaire, lors d'une opération de ratissage menée près du lieu-dit de Grabiz dans la wilaya d'Indefla, a éliminé ce 17 mars 17 terroristes et récupéré un important lot d'armes et des munitions composées d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil de type Simonov, une paire de jumelles, une grenade et des balles de différents calibres selon le communiqué de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements relevant respectivement des secteurs opérationnels de Tamanrasset et d'Ain Ghezem ont appréhendé hier 11 contrebandiers de différentes nationalités africaines et saisi un tracteur avec remorque, un véhicule tout-terrain, 936 kg de produits détergents, 12 détecteurs de métaux, 800 litres de carburant, 5 téléphones portables et une somme d'argent estimée à 4500 dinars algériens, conclut le communiqué. Le Salon international de l'automobile ouvrira ses portes le 18 mars à Alger et se poursuivra jusqu'au 28 mars au Palais des Expositions, sous le patronage du ministère du Commerce. Il est attendu la présence de plus de 56 exposants et plus de 30 marques. Cette 10e édition est considérée comme l'événement le plus important dans le monde des affaires où 30 concessionnaires de différentes marques et nationalités exposeront leurs nouveaux modèles et proposeront des réductions allant de 35 000 à 300 000 dinars selon les types et modèles. Japonais, français et allemands, pour ne citer que ceux-là, feront valoir leurs produits pour s'imposer sur le marché algérien. Le Premier ministre démissionnaire du Yémen, Khaled Bahah, a annoncé ne plus être assigné à résidence par la milice des Houthis qui lui avait imposé cette mesure il y a près de 2 mois à Sanaa, ajoutant que la levée de cette mesure par les Houthis concerne également ses ministres, assignés eux aussi à résidence à Sanaa depuis le 19 janvier.
Cette annonce intervient au lendemain d'un nouvel appel de l'émissaire de l'ONU, Jamal Ben Omar. Le Premier ministre, les membres du gouvernement et tous les individus placés en résidence surveillée ou arbitrairement détenus doivent être libérés sans condition et en toute sécurité, avait précisé M. Jamal dans un communiqué après un entretien avec M. Bahah. Leur libération était aussi réclamée par le Conseil de sécurité de l'ONU, des pays occidentaux, dont les États-Unis et les monarchies du Golfe, ainsi que les forces politiques yéménites engagées dans un dialogue avec les Houthis sous le parrainage de Jamal Ben Omar. En annonçant la levée de la mesure imposée par les Houthis, M. Bahah a salué une initiative de bonne volonté, de nature à impulser positivement le processus politique sous les auspices de l'ONU et exhorté toutes les formations politiques à préserver la sécurité, la stabilité et l'unité du Yémen. Les autorités pakistanaises ont pendu mardi 12 condamnés à mort. C'est le plus important nombre d'exécutions en une seule journée depuis la levée du moratoire sur la peine de mort en décembre dernier, en vigueur depuis 2008. 2 condamnés à mort ont été pendus à Karachi, 2 à Rawalpindi, ville voisine de la capitale Islamabad, et 8 autres dans la province du Pendjab, portant ainsi à 39 le nombre d'exécutions depuis la mi-décembre au Pakistan et la levée du moratoire sur la peine capitale. Le gouvernement pakistanais avait partiellement levé le moratoire en réponse au raid des talibans contre une école de Peshawar qui a fait 154 morts le 16 décembre dernier pour les affaires de terrorisme seulement, avant de le lever complètement la semaine dernière. Les condamnés à mort pendus ce mardi avaient été impliqués dans des affaires de meurtre ou de viol, dont quelques-unes remontaient aux années 90, ou jugés par des tribunaux antiterroristes selon les détails obtenus auprès des autorités carcérales. En Tunisie, 4 cellules terroristes chargées de recruter de jeunes Tunisiens pour aller combattre en Libye ont été démantelées, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Au total, 22 personnes ont été arrêtées lors d'une opération sécuritaire dans le gouvernorat de Kairouan. Selon le communiqué, l'Unité nationale d'investigation sur les crimes terroristes a démantelé des cellules actives qui opéraient en relation avec des terroristes tunisiens en Libye qualifiés de dangereux. 22 personnes, dont des étudiants et des fonctionnaires, ont été arrêtés lors de l'opération qui a également permis de saisir des sommes d'argent et du matériel informatique, dont 4 disques externes, une carte mémoire et plusieurs ouvrages takfiristes. Les accusés seront traduits devant le parquet près du tribunal de première instance de Tunis 1, une fois les investigations parachevées. Cette opération sécuritaire a été menée par l'Unité nationale d'investigation sur les crimes terroristes. Les jeunes Tunisiens visés par ces cellules sont généralement, selon le communiqué, les étudiants et diplômés du supérieur. Elles collaborent, d'après le ministère de l'Intérieur, avec des terroristes tunisiens sur le sol libyen. Le ministre des Affaires étrangères nord-coréen Ri Su-yong a rencontré le président cubain ce lundi dans le cadre d'une visite officielle dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays alliés. Plus tôt dans la journée, l'officiel nord-coréen, accompagné de sa délégation, s'est entretenu avec son homologue Bruno Rodriguez au ministère des Affaires étrangères à La Havane. Cette réunion était l'occasion de célébrer 55 ans de relations diplomatiques et envisager les voies et moyens d'approfondir leurs relations bilatérales. Cette rencontre a lieu au moment où les relations entre les États-Unis et Cuba se sont réchauffées à l'approche de la réouverture des ambassades des deux pays prévue à l'occasion du sommet des Amériques à Panama. Plus de 45 000 soldats russes, 15 sous-marins, 110 avions de chasse et 41 navires de guerre ont commencé des manœuvres de grande envergure dans l'Arctique, dernière démonstration de force en date de l'armée russe qui multiplie actuellement ce genre d'exercice militaire. L'opération constitue l'une des plus importantes manœuvres militaires menées par la Russie depuis la fin de la guerre froide. Le ministre russe de la Défense a déclaré que les nouveaux défis et menaces à la sécurité militaire exigent que les forces armées accroissent leurs capacités militaires. Alors que la Russie commémorait l'anniversaire de l'annexion de la Crimée et que les tensions avec l'Occident atteignaient leur paroxysme autour de la question ukrainienne, Poutine a choisi son moment pour procéder à une véritable démonstration de force sur son territoire. Le président a ordonné à la flotte du nord de la marine russe d'être en état d'alerte maximale en réponse aux exercices militaires soudains effectués par la Norvège, pays membre de l'OTAN. L'armée russe veut également vérifier sa capacité à déployer des troupes dans les archipels arctiques. Des vols de transport des forces spéciales dans des secteurs nordiques isolés doivent également faire partie de la mission. Simultanément, des opérations militaires ont débuté un peu partout à travers le pays. En Israël, ce 17 mars est le jour de vérité pour les Israéliens. Le résultat de ces élections législatives va déterminer si Benjamin Netanyahou sera reconduit ou non pour un 4e mandat à la tête de l'État hébreu. Les sondages donnent Netanyahou perdant, lequel n'a pas hésité à montrer son vrai visage en promettant qu'un État palestinien ne verrait jamais le jour s'il est élu. Des millions d'électeurs se présentent aux urnes dans le cadre d'une élection législative chaudement contestée entre le Likoud, parti de droite du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, et l'Union sioniste de centre-gauche d'Isaac Herzog. Ces élections vont permettre d'élire les 120 députés qui siégeront au Parlement israélien de la Knesset, dont l'un d'eux sera le nouveau Premier ministre israélien.
Les deux partis favoris sont le Likoud de Netanyahou et l'Union sioniste d'Isaac Herzog. Si les élections législatives devaient initialement se dérouler en 2017, Benjamin Netanyahou avait décidé en décembre dernier d'organiser des élections anticipées à la suite de l'éviction de sa ministre de la Justice Tzipi Livni, aujourd'hui alliée à Isaac Herzog, et de son ministre des Finances Yair Lapid, accusé de préparer un putsch contre lui selon ses termes. Toujours est-il que ce stratagème censé lui obtenir les faveurs des électeurs israéliens pourrait bien se retourner contre lui. Un ras-le-bol généralisé du Premier ministre sortant se ressentant chez les Israéliens, nombreux à avoir manifesté en masse contre lui à Tel Aviv la semaine dernière, entonnant les slogans « Bibi go home ». En effet, Benjamin Netanyahou est omniprésent sur la scène politique israélienne depuis 1996 jusqu'en 1999 où il était Premier ministre, avant de diriger le ministère des Affaires étrangères et celui des Finances entre 2002 et 2005. Et de redevenir le Premier ministre de l'État hébreu depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Netanyahou pourrait bien voir sa politique anti-palestinienne se retourner contre lui par ses propres électeurs, dont 20% sont des Arabes israéliens, anciens Palestiniens colonisés par l'État hébreu depuis 1948 et désormais titulaires du droit de vote. De nombreux observateurs s'attendent à ce que cette tranche de la population vote en masse, et Benjamin Netanyahou, pour qui le scrutin a pris des allures de référendum sur son avenir, affirme haut et fort qu'il craint leur influence. Il déclare ainsi « Le pouvoir de la droite est en danger, les électeurs arabes se rendent en masse vers les bureaux de vote », affirme-t-il dans une vidéo publiée ce mardi dans sa page Facebook. Les associations de gauche les amènent par bus entier, poursuit-il. Nous n'avons que vous, allez voter, amenez vos amis, votre famille, votez Likoud pour combler l'écart avec les travaillistes, qui font partie de l'Union sioniste. Selon les sondeurs, l'union historique des partis arabes israéliens pourrait faire grimper de 10 points la participation des Arabes, qui s'abstiennent habituellement, mais aujourd'hui seront en masse à voter. Benjamin Netanyahou, qui brigue un 4e mandat, pourrait bien voir sa carrière politique de chef de gouvernement s'achever à un moment où son aura s'affaiblit de plus en plus, tant nationalement qu'internationalement. Culture. Des chercheurs espagnols affirment avoir retrouvé la sépulture de Miguel de Cervantes, le célèbre auteur de Don Quichotte. L'équipe de scientifiques indique avoir retrouvé des restes de l'inventeur du roman moderne dans la crypte d'une église à Madrid. 400 ans après sa mort, des chercheurs espagnols affirment avoir retrouvé la tombe de l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes, mondialement connu pour son œuvre Don Quichotte à Madrid. Les restes des ossements de Cervantes ont été authentifiés après les recherches d'une équipe scientifique dans une crypte de l'église des Trinitaires, au centre de la capitale espagnole. Francisco Echeverría, qui a dirigé les recherches entamées au printemps 2014, pense que son équipe a réuni un faisceau d'indices suffisamment précis pour affirmer que les os retrouvés sont bien ceux de l'auteur espagnol, même si aucun test ADN n'a encore pu être réalisé. C'est un jour très important pour l'Espagne et pour notre culture, s'est félicité mardi la maire de Madrid, Ana Botella. Cervantes est le premier écrivain et le plus important en langue espagnole, a-t-elle rappelé. Miguel de Cervantes, poète et dramaturge espagnol, avait passé les dernières années de sa vie à Madrid. Un quartier où il a notamment habité avait été renommé Barrio de las Letras, ce qui signifie quartier des lettres. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.